lancer l'enregistrement, très bien. Bonjour, bienvenue au téléséminaire international des IREM pour ce 8 mai 2020. Donc nous accueillons Nadia Azrou de l'université Aya Fares de Médéa en Algérie, qui vient nous parler des difficultés d'apprentissage des mathématiques en 3 langues, donc le français, l'arabe et le dialecte algérien. Donc les aspects structurels de ces langues, particulièrement dans la logique. Avant ça, je voudrais quand même vous rappeler, enfin vous dire que nous avons donc une page du téléséminaire international des IREM sur lequel nous agrégeons les contenus qui sont relatifs aux téléconférences. Donc la dernière fois, nous avons eu la chance d'avoir Awa Coulibaly qui nous a parlé de l'impact de la numération orale en Bamanakan sur l'addition, au Mali. Et donc, nous avons rassemblé sur la page du téléséminaire international des documents relatifs aux échanges qui ont suivi cette présentation. Donc, vous avez la présentation qui est téléchargeable. Et vous avez aussi un lien vers la vidéo de la téléconférence et aussi des documents, par exemple une mise en situation dans la classe et des questions-réponses sur la numération orale en Bamanankan. Donc voilà, donc je vous invite à aller sur cette URL que vous avez reçue dans le courrier électronique qui vous a permis d'être ici. Et donc, à l'issue de cette conférence de Nadia Azrou, nous ferons la même chose, c'est-à-dire que si vous avez des questions, vous pouvez correspondre avec Nadia et nous mettrons à disposition de tous les téléspectateurs, les téléintervenants de cette téléconférence, les documents qui seront issus des conversations et des échanges à l'issue de cette téléconférence. Voilà Nadia, je te laisse maintenant la parole. Alors juste pour dire que en bas là, donc vous avez une petite flèche en bas à gauche de la diapositive, merci Nadia, qui vous permet de télécharger toute la diapositive des fois que vous ayez des problèmes de connexion. D'accord ? Donc vous pourrez de cette manière-là voir la présentation et puis essayer de comprendre où nous en sommes parce que nous avons remarqué que pour les personnes avec un faible débit, eh bien, il était possible que vous ayez un écran blanc. À ce moment-là, il ne faut pas vous énerver et il faut télécharger toute la présentation et essayer de suivre de cette manière-là. Voilà Nadia, je te laisse la parole. Merci bien. Et donc, à tout à l'heure. Merci Christian. Merci tout le monde d'être là. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Nadia Azrou. Je suis enseignante universitaire à l'université Yahya Fares de Médéa. Je suis aussi chercheur. Alors, je vais vous parler des difficultés de l'apprentissage des mathématiques qui se fait en 3 langues. C'est la situation qui se passe en Algérie à l'université. Voilà donc. Alors, je passe à la deuxième diapo. Alors, situation linguistique de l'Algérie. Avant tout, il faudrait que je vous explique comment ça se passe en Algérie. Je considère que c'est une situation un peu particulière. En Algérie, on communique dans plusieurs langues selon les différentes régions, les groupes ethniques, les institutions et même les circonstances. Les langues utilisées sont l'arabe classique, le dialecte, qui est considéré comme un dialecte arabe, le berbère et le français. Alors, en famille, les Algériens parlent soit le berbère, soit le dialecte. Le dialecte, en fait, c'est un dialecte algérien. C'est une langue orale qui n'est pas écrite. C'est un mélange, une grande partie, c'est un mélange d'arabe. Une petite partie, c'est du français et d'autres langues. L'espagnol, le turc, l'italien, et peut-être il y a d'autres mots dont je n'en sais d'où vient. Alors, l'arabe classique, par contre, qui est le même que pour tous les pays arabes, est la langue utilisée pour l'enseignement dans les écoles à tous les niveaux. C'est aussi la langue de l'écrit.
concernant les livres, c'est la langue du Coran, c'est la langue des administrations et les discours officiels. Le français est la première langue étrangère, enseignée à partir de la 3e année primaire. La deuxième langue étrangère est l'anglais. Dans les universités, par contre, ça c'est intéressant, c'est la langue d'enseignement des sciences exactes seulement. Les autres sciences, c'est-à-dire les sciences humaines, sont enseignées en arabe. Et donc, comme vous voyez, les mathématiques sont enseignées à l'université en français. Je passe à la diapo 3. Alors, j'ai mis l'animation dans mes diapos. Je ne sais pas, quand vous voyez ma diapo, est-ce que vous la voyez entièrement ou pas? Vous me faites signe si ma diapo n'est pas claire complètement. Alors, parlons un peu maintenant de l'historique des langues de l'enseignement des mathématiques en Algérie, parce que depuis l'indépendance, on n'enseigne pas les mathématiques dans la même langue. L'enseignement des mathématiques en Algérie a subi de multiples changements depuis l'indépendance. Depuis 62, donc pendant les 10 premières années après l'indépendance, donc les années 60, l'enseignement se faisait complètement en français. Et là, je suis en train de parler des 3 niveaux de l'école. Ne parlons pas de l'université, parce que à l'université, il n'y a pas eu de changement. Alors, à partir des années 70, l'enseignement a commencé à se faire en arabe, dans les 3 niveaux de l'école. Pendant les années 90, il y a eu un problème en Algérie, c'est la guerre civile. Et c'est à ce moment-là que plusieurs élèves manquaient d'enseignants de français et donc pouvaient rater plusieurs années d'enseignement de français à tous les niveaux. Il y a eu des élèves qui ont raté les 4 premières années pendant le primaire, ils n'ont pas eu le français. Il y en a d'autres qui ont raté les 4 années du collège sans le français. Il y a d'autres qui ont raté les 2. Donc ça dépend, il y a eu beaucoup d'années pour beaucoup d'élèves sans français. Et à ce moment-là, depuis les années 2000, on a vu que à l'université, on commençait à avoir des étudiants qui avaient 5-6 années de français manquées, donc qui ne pouvaient pas faire des mathématiques en français à l'université. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'une réforme en 2005, où on a décidé que l'enseignement à l'université, là je parle de l'université, plutôt, pardon, le problème s'est posé à l'université, mais la réforme s'est faite sur les 3 niveaux, et l'enseignement, on a décidé que l'enseignement se fait dans les 2 langues, c'est-à-dire l'arabe et le français. Alors le français qui se fait de gauche à droite se fait pour les formules, toutes les formules mathématiques, et l'arabe qui s'écrit de droite à gauche, et pour les expressions verbales et les termes mathématiques. Là, je donne un exemple en bas. Vous voyez l'exemple là. Alors j'explique que la phrase dit que l'aire du carré ABCD est égal à 20 mètres carrés, mais vous voyez qu'on va de droite à gauche, et après de gauche à droite pour lire ABC, et après de droite à gauche, après de gauche à droite pour lire 20 mètres carrés. Donc, dans une ligne, vous pouvez aller de droite à gauche, de gauche à droite, plusieurs fois comme ça. Un petit problème qui s'est posé quand même, c'est que quand on fait par exemple, dans cette phrase, ce qui reste des dépenses et je l'ai écrit en arabe, et là, l'opération, si on le lit de gauche à droite, ça donne un nombre positif, et si on le lit de droite à gauche, ça donne un nombre négatif. Ça, c'est entre parenthèses pour remarquer les possibles difficultés qu'on a eues quand on est passé à cette réforme. Donc, comme vous voyez, la langue d'enseignement des mathématiques dans les 3 niveaux de l'école a eu un changement depuis les années 60. Mais à l'université, ça a toujours été le français jusqu'à ce jour. Alors, on passe à la slide suivante. Problématique. Alors, selon les résultats de recherche d'un article que j'ai présenté à CERME passé, les difficultés des étudiants universitaires avec l'apprentissage des mathématiques en français se concentrent en 2 niveaux. Alors, leur faible maîtrise du français au niveau conversationnel, c'est-à-dire comme une langue de communication, et leur faible niveau académique de la langue arabe.
Ceci empêcherait le développement du français au niveau académique, parce qu'à l'université, on a besoin d'un niveau académique de français. Le niveau conversationnel ne suffit pas. Alors ceci, c'est selon la théorie de Cummins, qui dit que, alors selon Cummins, il considère que plus on développe une langue 1 dans un niveau académique, plus on peut passer au niveau académique de la langue 2. Ce qui voudrait dire que le fait que la langue arabe n'a pas été développée au niveau académique chez les étudiants, donc ceci empêcherait de passer au niveau académique français. Question de recherche, pourquoi ces deux aspects empêcheraient-ils les étudiants de bien développer leur apprentissage des mathématiques? Pourquoi le fait qu'ils ont un faible niveau de français au niveau conversationnel et le fait qu'ils n'arrivent pas à développer leur niveau académique de français à cause du faible niveau académique arabe, empêcherait ces pauvres étudiants de développer leur apprentissage des mathématiques. Alors, pour répondre à cette question, j'ai comparé la structure des trois langues. Les trois langues qui sont utilisées par les étudiants et par les enseignants à l'université, mais concernant certaines spécificités logiques des mathématiques universitaires. Alors, passons à la slide suivante. Ah, maintenant, j'arrive à voir. Très bien. J'arrive à voir la même slide. Très bien. Alors, les différences concernant la structure logique des trois langues. Alors, les trois langues, je répète, c'est l'arabe classique, c'est le dialecte arabe, c'est le dialecte algérien et le français. À l'université, on utilise les trois langues comme suit. Alors, le français, c'est pour l'écrit, au tableau, sur les cahiers des étudiants, pour les manuels mathématiques et sur les sujets d'examen. C'est la langue de l'écrit. L'arabe et le dialecte, c'est la langue de l'oral. C'est pour l'explication mathématique, au tableau, par les enseignants, entre les étudiants, et c'est aussi la discussion étudiant-étudiant, étudiant-enseignant. Ceci, on utilise les deux autres langues parce que le niveau de maîtrise de la langue française par les étudiants est très faible. Les enseignants utilisent l'arabe et le dialecte et permettent aussi à leurs étudiants de faire de même afin de les aider à suivre mieux, comprendre mieux et pouvoir poser des questions. Des fois, les étudiants aimeraient bien poser des questions et demandent est-ce qu'on pose des questions en arabe. Et les enseignants le permettent, autrement, les étudiants ne peuvent pas parler. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, il fallait permettre l'usage de ces deux langues, sinon ça ne marche pas. Les étudiants sont bloqués et là, tout le monde est bloqué. Par contre, devant cette situation, donc vous voyez bien que l'usage de ces trois langues, c'est pour une bonne intention, pour aider les étudiants. Mais le problème, justement, cette situation est problématique parce que les trois langues possèdent des structures différentes. Concernant les aspects logiques des mathématiques universitaires, c'est ce qu'on va voir après, concernant, par exemple, la forme conditionnelle, l'article de particularisation et de généralisation, la négation, etc. Et ça risque justement de donner lieu à des formes d'expression incompatibles du raisonnement mathématique. Alors, commençons par une forme très intéressante en mathématiques, c'est la forme conditionnelle si-alors. La forme conditionnelle si-alors, qui joue un rôle crucial en mathématiques avancées, se présente de manière différente dans les trois langues. Alors, dans les mathématiques faites en arabe, au lycée, c'est au lycée qu'on introduit aux étudiants, c'est la première fois qu'on l'introduit aux élèves, on présente une seule forme, c'est ida, idan. Ça, c'est en arabe. Donc, le premier ida joue le rôle de si, et le deuxième idan joue le rôle de alors. Donc, au lycée, on s'est entendu qu'en mathématiques en arabe, on présente une seule forme, c'est ida, idan. Par exemple, si en français on dit si f est dérivable, alors elle est continue. En arabe, ça devient ida f est dérivable, idan elle est continue. Là, je n'ai pas introduit pour que ça ne
pour que vous ne perdiez pas le sens de la phrase. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'équivalent de si et l'équivalent de alors. En arabe, justement, ce n'est pas comme en français. Il y a plusieurs termes autres que ida, idan. Il y a plusieurs termes pour ida, donc pour le si. Il y a plusieurs termes pour le idan qui joue le rôle de alors, pour exprimer la forme conditionnelle. Ils ne vont pas nécessairement en couple. C'est-à-dire, quand vous avez plusieurs termes pour ida, plusieurs termes pour idan, et c'est pas nécessaire que le premier de ce côté va au premier de ce côté, le deuxième, c'est pas nécessaire parce que des fois, un du côté gauche va avec plusieurs, et il n'y a pas de règle. C'est pas comme en français, quand on dit alors, quand on dit si, on s'attend à ce qu'un alors arrive. Bon, c'est vrai que je suis d'accord avec vous si vous êtes en train de penser que des fois on peut ne pas utiliser le alors. Je prends en considération cette situation, mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que si en français on arrive à dire si alors, comme en anglais quand on dit if then, en arabe ça se présente autrement. Il y a plusieurs mots pour le si, il y a plusieurs mots pour le alors, et ça ne va pas toujours ensemble. Il n'y a pas de règle. On peut prendre des combinaisons différentes. Et par contre, cependant, les termes ida, idan qu'on a choisis pour la forme conditionnelle mathématique au lycée, hein, sont rarement utilisés, et c'est même un peu lourd. En arabe parlé, en arabe courant, là je parle de l'arabe classique. Dans l'arabe courant, c'est rare d'utiliser cette forme. Elle n'est pas vraiment très courante. Alors, slide suivante. Considérons la forme conditionnelle, si f est dérivable, alors elle est continue en arabe. Alors la première partie, la première phrase, s'appelle la phrase de la condition avec son verbe. La deuxième phrase, je l'appelle la phrase de la réponse à la condition avec son verbe aussi. J'utilise ici, je fais attention au verbe parce que je vais parler de l'enseignement de la forme conditionnelle dans le cours d'arabe, comment il se fait. Donc, on divise la phrase en deux parties, la phrase de la condition et la phrase de la réponse à la condition. L'enseignement de la forme conditionnelle qui se fait au collège au cours d'arabe se concentre sur les termes utilisés et sur la conjugaison des deux verbes de la phrase. Je répète, il se concentre sur les termes qu'on utilise, c'est-à-dire le si alors en arabe, le ida et le idan, combien y a-t-il de termes, etc. Et beaucoup plus, la concentration se fait sur comment les deux verbes se c'est-à-dire la première phrase, comme ida, se divise en deux groupes. Ceux qui changent la conjugation du verbe, de la condition, et ceux qui le laissent invariable. Je répète. Là, je m'intéresse à l'enseignement de ces termes, de la forme de la condition, en général, de manière générale, qui se fait la première fois au collège, au cours d'arabe. Alors, pourquoi je m'intéresse à ça? Vous allez comprendre juste après. Alors, je répète, l'enseignement prévoit les différents termes avec lesquels on exprime la condition et la conjugaison du verbe, des deux verbes. Alors, dans un premier temps, on s'intéresse au premier terme et après on passe au deuxième terme. Maintenant, je m'intéresse au premier terme. Alors, le premier terme, c'est-à-dire celui qui joue le rôle de si, et donc comme ida. Alors, l'enseignement de la langue arabe prévoit de le diviser en deux groupes. Ceux qui changent la conjugaison du verbe et ceux qui ne... le premier verbe et ceux qui le laissent invariable. Alors, dans le premier groupe, c'est-à-dire le groupe qui change la conjugaison du verbe, regardez, il y en a beaucoup là, 2, 4, 6. Il y a inna, idma, mehma, keifama, haythuma, ay.
Et le deuxième groupe, c'est-à-dire le groupe qui ne change pas la conjugaison du verbe, il y en a 3. En pratique, il y a aussi d'autres termes pour ida, qui sont in, ilemma. Donc là, vous voyez que pour le si, l'équivalent du si en français, regardez combien il y a de termes en arabe. Il y a 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 pour ida. Pour la phrase de la réponse de la condition, là, je vais parler de la deuxième phrase et donc du deuxième terme qui joue le rôle de alors. Et donc, le mot idhan est rarement utilisé en arabe, comme j'avais remarqué tout à l'heure. On utilise plutôt d'autres, qui sont fa ou la, ou bien on n'utilise rien comme il arrive en français. Alors, je donne des exemples. Par exemple, au lieu de dire si alors, je dis aussi ida, idhan, mais je peux dire aussi in, fa, etc. Je peux aussi dire in, hein, et là j'ai mis deux parenthèses vides pour dire je peux ne rien mettre. Je peux aussi dire law, hein, etc. Fa. Hein. Je peux aussi dire law, la. Donc vous voyez qu'en arabe, c'est de différentes. Je peux former, je peux exprimer la condition avec plusieurs termes pour le premier et pour le deuxième. Pour exprimer une condition qui ne s'est jamais réalisée, on utilise d'autres. Alors qu'en français ou en anglais, on utilise toujours le si alors et le if then. Et le changement se fait sur le temps des deux verbes. En arabe, on change complètement le ida et le idan, le premier et le deuxième terme, avec un temps particulier pour le verbe de la condition et le deuxième verbe. Alors là, une remarque très intéressante, c'est contrairement qu'en français ou en anglais, où l'enseignement de la langue prévoit aussi le degré de possibilité de l'événement exprimé par la condition, c'est-à-dire il peut être possible, peu probable ou impossible, dans l'enseignement du cours d'arabe, ceci n'est pas prévu. Et ça, j'étais vraiment étonnée parce que je suis allée, ces informations, je les ai prises, je suis allée au cours du cours d'arabe et j'ai parlé avec les enseignants et je leur avais posé cette question. Je leur avais dit, est-ce que quand on explique une forme conditionnelle, est-ce qu'on dit que cette forme exprime la condition d'une façon probable, possible ou pas possible? Alors l'enseignant m'a dit non, ça ce n'est pas prévu. Et ce que je vous ai raconté, seulement qui est prévu. Pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que des fois, on peut exprimer, comme en français ou en anglais, on peut dire que cette fonction, elle aurait pu être ceci, si ceci, mais si ceci n'est pas prévu, enfin, il existe dans la langue arabe, mais on ne l'enseigne pas dans le cours d'arabe. Peut-être parce qu'on ne sait pas que c'est intéressant après en mathématiques. Donc, je considère que les étudiants ne sont pas ne sont pas très attentifs à cette question de probable, pas probable, possible ou impossible. Passons maintenant au dialecte. Qu'est-ce qui se passe au dialecte? Alors, l'analogue de si et qui et pas de terme pour alors. Alors, le dialecte, comme c'est pas vraiment une langue, tout est trop facile, tout est truqué, il n'y a pas de règles, donc tout est vraiment, ça va très doux. Alors, pour une condition qui n'a pas été réalisée, on utilise luken. Alors là, j'ai mis des parenthèses vides pour dire il n'y a rien. Ou bien on dit luken, avec les deux verbes au passé pour les deux. Donc, je récapitule. Ça, c'est une récapitulation. La forme conditionnelle en arabe s'exprime avec plusieurs termes. L'enseignement de la forme conditionnelle en cours d'arabe ne prévoit pas le degré de possibilité de la condition ou bien de l'événement. L'enseignement des mathématiques au lycée qui se fait en arabe avec des formules en français introduit une seule structure seulement pour la condition, qui est ida idem, pas fréquente en arabe courant. En dialecte, on utilise encore d'autres termes. Alors maintenant, parlons des problèmes.
Qu'est-ce que ça peut nous apporter, toute cette histoire? À l'université, devant une phrase conditionnelle en français de la forme si alors, il n'est pas sûr que les étudiants, en traduisant en arabe, puissent saisir la conditionnalité au niveau sémantique. Il n'est pas sûr qu'ils comprennent vraiment le sens de la phrase quand ils la traduisent, parce que la formule ida idan des mathématiques au lycée est peu présente dans l'arabe courant. Et donc, ils peuvent considérer que cette forme ida idan qui a été présentée en arabe, ça devient comme un réflexe, comme une formule, disons, une mémorisation. Et donc, quand ils traduisent le si alors en arabe, on n'est pas sûr qu'ils font attention au sens, hein, de la conditionnalité. D'autre part, les étudiants peuvent considérer comme non équivalentes certaines différentes formes conditionnelles exprimées en arabe avec des termes différents, qui sont finalement équivalentes. Si vous utilisez à la place de ida, idan, d'autres termes, en arabe, bon, c'est la même chose, c'est la même phrase. Mais on ne sait pas si les étudiants sont conscients que toutes ces formes, tous ces termes différents qu'on utilise en arabe pour exprimer une forme conditionnelle peuvent donner lieu à des phrases équivalentes, du moment qu'on leur avait introduit qu'une seule forme. Donc, on n'est pas sûr que les étudiants, quand ils discutent en arabe, et ils rencontrent toutes ces expressions en utilisant des termes différents, on n'est pas sûr qu'ils considèrent ces expressions comme équivalentes. Ils peuvent les considérer comme non équivalentes. Quand les étudiants traduisent de l'arabe ou du dialecte au français, ils pourraient ne pas savoir exprimer en français l'équivalent d'une phrase conditionnelle autre que ida idan. Quand ils traduisent au français, hein, ils savent qu'ils doivent tomber sur le si alors, mais ils peuvent traduire. Bon, quand ils traduisent le ida idan, ils savent que c'est le si alors. Mais ils peuvent aussi tomber sur une autre expression de la condition exprimée par des termes autres que ida idan. Et à ce moment-là, ils pourraient ne pas savoir l'exprimer, ou plutôt la traduire en une phrase en français. Ils ne savent pas c'est quoi l'équivalent d'un terme qui est différent de ida idan. En conclusion, quand les étudiants pensent en dialecte, parlent en arabe et écrivent en français, ils peuvent totalement se perdre, comme vous pouvez le penser. Alors, passons maintenant à un autre aspect, c'est l'aspect des articles de généralité et de particularité qu'on exprime en français par le, la, un et une. Alors, en arabe, un substantif est défini en ajoutant le préfixe elle. C'est le même en espagnol et en italien, hein, le elle. Je ne sais pas, peut-être s'il vient de l'arabe ou c'est l'arabe qui l'a pris, mais de toutes les façons, ça se joint. Sans ce préfixe, c'est-à-dire si on ne met pas le elle, un substantif est considéré comme non défini. On définit aussi un substantif avec le sens d'appartenance. Et dans ce cas, le préfixe n'y est pas aussi, est omis. Je donne un exemple. En français, on dit une voiture, quand ce n'est pas défini, la voiture, ou bien la voiture de mon collègue. En arabe, je vais pas utiliser le mot en arabe parce que c'est pas mon but. Je m'intéresse à l'article. Donc, en arabe, quand j'utilise le mot voiture, j'utilise rien à gauche. Je ne mets pas le elle. Mais si je veux le définir, j'utilise le elle. Et si je veux aussi définir la voiture en appartenance, si en français on garde la voiture de mon collègue, en arabe, on n'utilise pas le elle. C'est un peu différent du français. En français, on peut exprimer la généralité et la particularité avec les deux articles, le et un. Alors, pour la généralité, on peut dire la voiture est un moyen de transport. On peut dire aussi un élève doit respecter son professeur, mais là, c'est toujours la généralité. Et vous voyez qu'on peut utiliser la et on peut utiliser un.
Pour les exemples de particularité, c'est la même chose. On peut utiliser la, on peut utiliser un, ou une, ou le. On peut dire la voiture de mon voisin est rouge, et ça c'est particulier. On peut dire aussi un élève de mon collègue a réussi. Ça c'est une particularité. Donc en français, euh, on peut utiliser l'article défini ou indéfini pour exprimer et la généralité et la particularité. En arabe, c'est pas la même chose. Alors, en arabe et le dialecte, c'est la même chose, mais c'est différent. Alors, exemple de généralité, je vais reprendre le même exemple qui est en français et je vais donner qu'est-ce qui se passe en arabe et en dialecte. En arabe et en dialecte, c'est la même chose. La voiture est un moyen de transport. On parle d'une façon générale. Un élève doit respecter son professeur. En arabe, ça devient bon, pour la voiture, on garde le L, mais pour un élève, on garde le L aussi. Donc, on n'utilise pas l'article indéfini. C'est-à-dire qu'en arabe, pour la généralité, on met toujours l'article défini, on met toujours le L. C'est comme si on n'utilise que si on dit en français, que la voiture. C'est comme si le deuxième exemple n'est pas accepté. Donc, pour l'exemple de particularité, la voiture de mon voisin est rouge. En arabe, on ne mettrait pas l'article. Et donc, on le considère indéfini. Mais le fait d'appartenir à quelque chose, au voisin, elle devient particulière. La même chose pour le deuxième exemple, un élève de mon collègue a réussi. En arabe, on n'utilise pas on n'utilise pas l'article. Et donc, la même chose en dialecte. Donc, c'est plus facile en arabe. En arabe, si on veut, pour la généralité, on utilise toujours l'article. Et pour la particularité, on n'utilise pas l'article. Alors, qu'est-ce qui se passe comme problème avec les articles? Si les étudiants se réfèrent à l'usage des articles de particularité et de généralité en arabe, qui est plus simple qu'en français, il est clair qu'ils éprouvent une difficulté en passant au français, mais aussi une confusion entre le particulier et le général avec les règles du français, puisqu'ils ne maîtrisent pas très bien le français. Et là, c'est intéressant parce que on utilise la particularité et la généralité est très présente en mathématiques, avec des conséquences importantes sur la compréhension des énoncés et du discours mathématique en français. Alors là, je passe rapidement sur une diapo sur les termes mathématiques. Les étudiants demandent toujours la traduction en arabe des termes mathématiques français. Du fait, ils se sentent en sécurité quand ils rencontrent un terme mathématique français dont l'équivalent en arabe leur est déjà connu auparavant. Au lycée, par exemple, au collège, comme limite, continuité, fraction, etc. Quand ils rencontrent continuité pour la première fois, ils demandent comment on dit continuité en arabe. On leur dit istémarar, on leur dit le mot. Alors ils se sentent très rassurés parce qu'ils se réfèrent à un concept, à une notion qu'ils connaissent déjà. Le problème se pose pour un terme mathématique nouveau dont ils ne connaissent pas l'équivalent en arabe, ou bien les enseignants ne peuvent pas donner. Parce que les mathématiques qui ont été développées en arabe, selon les anciens programmes, j'ai l'impression qu'il y a même une limite. Par exemple, il y a des termes qu'on n'a pas encore traduits, si vous voulez, on ne les utilise pas au lycée, et donc il n'y a pas eu de nécessité de traduire. Quand on tombe sur ces termes, les étudiants vous demandent, même nous les enseignants, on ne les connaît pas. Et puis on n'a pas besoin de les connaître puisqu'on les connaît en mathématiques. Et on s'intéresse à la définition mathématique. À ce moment-là, quand les étudiants vous demandent comment on dit ce mot en arabe, vous allez dire je ne sais pas. Et là, les étudiants sont un peu bloqués.
comme par exemple de nouvelles définitions comme convergence, la définition de convergence avec epsilon delta, la différenciabilité, la borne supérieure, la borne inférieure, le groupe, toutes ces notions que les étudiants ne connaissent pas avant l'université posent énormément de problèmes pour les étudiants. Alors, problème ouvert. Alors, pour mieux maîtriser cette recherche, parce que là, c'est une recherche intermédiaire que j'ai faite, que j'ai envie de continuer, il reste des choses à éclaircir plus mieux. Quelle est la maîtrise du français écrit de la part des étudiants? Là, c'est une question qu'il faudrait bien clarifier parce que l'année passée, par exemple, j'ai essayé. Bon, le français oral, on sait que les étudiants ne le parlent pas très bien, hésitent, etc. Mais est-ce que c'est la même chose pour le français écrit? Parce que c'est pas la même chose pour une langue. Vous savez très bien qu'une personne peut comprendre en lisant. On peut très bien lire un livre dans une langue qu'on ne peut pas très bien parler. Hein, ça peut arriver. Et là, je pose cette question parce que l'année passée, j'ai fait un test à mes étudiants, une cinquantaine d'étudiants. Je leur avais proposé un test écrit en français moyen, ni facile ni difficile. Sur 50 étudiants, je me rappelle, il y avait 2 ou 3 qui l'ont fait et les autres, il me semble 5-10 minutes après, ils m'ont remis le papier, ils m'ont dit « Madame, on n'a rien compris ». Rien de rien. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'était écrit. Alors je me disais, c'est pas possible. Là, il faut qu'on comprenne exactement quel est le niveau écrit aussi de la maîtrise de l'écrit du français des étudiants. Quelle est aussi la maîtrise de l'arabe au niveau académique de la part des étudiants à l'entrée de l'université pour les spécialités scientifiques. Ça aussi, c'est pas vraiment clair. On sait que les étudiants ne maîtrisent pas, mais combien d'étudiants maîtrisent? Pourquoi ils ne maîtrisent pas? À quel point ils maîtrisent? Ils ont le niveau académique? Là, c'est aussi à clarifier. Troisième question qui me semble aussi intéressante, à quel point les étudiants sont-ils conscients? La conscience est très importante. À quel point ils sont conscients des aspects sémantiques et syntaxiques des structures logiques des 3 langues? Est-ce qu'ils sont conscients quand ils passent de l'arabe au français, au dialecte, ils sont en train de manipuler des langages ou des langues vraiment complètement différentes, qui peuvent les induire en erreur? À quel point les étudiants sont conscients de ces aspects? Voilà, je vous remercie et on passe aux questions, si vous le permettez. Merci beaucoup, Nadia, c'était très intéressant. Donc, on peut effectivement faire maintenant des questions. Je trouve que ça s'est déjà d'un point de vue technique, ça s'est passé bien pour la plupart d'entre nous. Donc, c'était très bien. Donc, il y a eu plusieurs questions sur le chat. Donc, par exemple, Abdoulaye Faye qui posait la question vu le lien étroit qui existe entre l'oral et l'écrit, est-ce que le fait d'écrire dans une langue et de lire ou d'expliquer dans une autre constitue pas déjà un blocage? Donc, je veux dire, le fait de ne pas parler sur ce qu'on écrit. Voilà, donc c'était, je pense, ça la question. Tout à fait, c'est pas une situation courante, normale, c'est vrai. C'est ce qui se passe avec les étudiants. Quand les étudiants vivent cette situation qui paraît un peu bizarre pour eux, alors l'enseignant écrit en français et explique en arabe, et les étudiants écrivent en français et écoutent une explication, un morceau en arabe, un morceau en français, un morceau en dialecte. Et on pose une question en dialecte, on répond avec des mots français, des mots mathématiques, parce que les termes mathématiques sont en... C'est vrai que tout ce mélange peut paraître un peu bizarre. Mais quand même, je tiens à dire que ça aurait pu être quelque chose ça peut être quelque chose c'est pas toujours négatif.
hein, parce que si vous regardez la recherche, le fait d'utiliser plusieurs langues à la fois, une ou deux langues à la fois, pour certains, ça peut être cette flexibilité de passer d'une langue à une autre, de connaître un terme dans les deux langues, de voir comment on l'exprime dans cette langue, comment on l'exprime dans une. Ça peut être quelque chose de positif. Et la recherche a démontré que dans certains cas, dans certains pays, dans certaines conditions, dans certains contextes, c'est positif. Dans notre cas, malheureusement, c'est négatif. Et ça reste aussi à chercher pourquoi dans certains cas c'est positif et pourquoi dans certains cas c'est négatif. Voilà. Je donne des réponses courtes, comme ça on laisse l'occasion pour tout le monde de poser le maximum de questions. Merci à Samia Mehaden qui propose une question. Donc, je l'invite à mettre sa caméra et à brancher son micro pour la poser directement. Après, il y a Pierre Arnoux qui en pose une aussi. Bonjour Nadia, Bonjour, ravi Samia. de te revoir. Merci. Donc, juste par rapport à la deuxième diapo, tu as écrit la réforme de 2005. C'est pas la réforme de 2005, c'est la réforme de 2003. Donc, D'accord. c'est important de revoir ça parce que c'est la réforme de 2003. Je travaille dessus d'ailleurs. Et puis, je me pose la question par rapport à Mehma. Mehma, moi depuis le temps, depuis ma connaissance, ça veut dire quel que soit. Et c'est pour quantifier et non pas pour une forme conditionnelle. Donc, ça m'a étonné. Non, ça, ils le font dans le. Je sais qu'il y a le MEHMA qui est quel que soit en mathématiques, mais ça, c'est dans le cours d'arabe. C'est pas dans le cours de mathématiques. C'est dans le cours d'arabe. D'accord. Et juste une autre chose par rapport à la difficulté des trois, le dialecte et le français et l'arabe dans les enseignements à l'université, mais aussi qui se pose au niveau du collège et au lycée depuis 2003, depuis qu'on écrit en arabe les textes et les formules mathématiques avec le langage universel. Donc, c'est un problème qui se pose même à basse échelle, c'est-à-dire dès le départ de la scolarité, mais je pense qu'il y a aussi un problème de formation des enseignants qu'il faut voir par rapport à ça, que ce soit surtout au lycée, on n'a pas cette habitude d'utiliser ces termes-là, donc avec précision. Donc les enseignants, déjà, ils ont des difficultés, on ne va pas parler des étudiants. Les enseignants, et on trouve quelques enseignants aussi qui ont des problèmes par rapport à la traduction et quel terme utiliser à tel qui correspond à si alors par exemple en français. C'est-à-dire quand on traduit, on a des difficultés, les enseignants ont des difficultés. Et aussi, il y a autre chose qu'il faut y aller chercher, je pense que ça sera une bonne question à se poser, du côté de la Kabylie. Donc, Tizi Ouzou et Béjaïa et Bouira, je pense qu'on n'a pas cette difficulté de l'enseignement des mathématiques en langue française à l'université. Pourquoi? Je pense qu'il vaut mieux y aller vers des textes de. Tout à fait. On a des hypothèses, mais on ne peut pas dire que. Mais il faut chercher pourquoi cette facilité au niveau de la Kabylie d'enseigner les mathématiques en français. On n'a pas ce problème du tout parce que je donne des cours de didactique au niveau de l'université de Tizi Ouzou et j'ai aucun problème là-dessus. Vraiment, j'enseigne en français et tout le monde enseigne en français. On n'a aucune difficulté. Donc, je pense que vraiment, il faut y aller voir pourquoi ces régions-là ont cette facilité d'enseigner des mathématiques en français. Merci, Nadia. Merci, Samia. Merci. Merci, Christian. Donc, il y a Pierre Arnoux qui voulait poser une question, puis après, donc ce sera Safia. Alors, Pierre a peut-être du mal à poser sa question directement, mais donc sa question, c'était sur le lexique. Est-ce que, donc je le pose directement, est-ce que le lexique mathématique est complet en arabe à tous les niveaux, ou bien est-ce que le lexique n'est pas complet, ou est-ce que c'est simplement les enseignants qui ne l'utilisent pas? Voilà, c'est ça, par exemple, le mot convergence ou le mot limite.
Donc, Samia nous disait que la convergence, c'était Motakariba. Mais bon, voilà, qu'est-ce qui se passe sur le lexique? Est-ce que c'est un problème de lexique? Est-ce que c'est un problème d'utilisation du lexique? Alors, jusqu'au lycée, le lexique en arabe est prévu, il est bien développé, il est bien utilisé, jusqu'aux mathématiques du lycée. Alors, à partir de l'université, il y a des mots qui s'intersectent, c'est-à-dire qu'on peut trouver à l'université qui existe déjà avant, comme la limite, comme la fonction, comme tout, beaucoup de choses. Mais à partir du moment où les mathématiques universitaires, ce qu'on utilise, enfin les termes des mathématiques universitaires ne sont plus présents dans les trois niveaux de l'école, à ce moment-là, ce n'est pas développé en arabe. C'est rare. Il y a des livres, par exemple, de topologie. On peut trouver des livres de topologie en arabe, mais c'est rare, c'est pas fréquent. Donc, il y a quelques livres universitaires en arabe, mais ce n'est pas tous les modules de mathématiques à l'université qui sont développés en arabe. La plupart ne sont pas. Donc, le lexique universitaire mathématique n'est pas totalement développé en arabe. Par contre, le lexique mathématique, des mathématiques jusqu'au lycée, des trois niveaux de l'école, sont développés le lexique est développé en arabe et tout le monde le connaît. Et les enseignants et les étudiants à l'université. Mais à partir d'un certain moment, il y a une limite. À partir d'un certain moment, on n'arrive pas. Par exemple, l'analyse complexe, je ne me rappelle pas que j'ai vu un livre de mathématiques en arabe de l'analyse complexe. Donc tout le lexique de l'analyse complexe reste en français. On ne le connaît pas en arabe parce qu'il n'a pas été développé. Voilà. Merci Pierre, tu veux rajouter quelque chose? Donc il faut que tu mettes ton... Non, je pense que tu peux pas intervenir en fait, tu t'es pas branché de la bonne manière. Vas-y. Si, il suffit qu'il appuie sur le micro une fois, puis une autre fois. Encore une fois, Pierre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, nous t'entendons. Ah, d'accord. Oui, donc la question ce que j'aurais voulu rajouter, c'est est-ce qu'il y a eu quelque part des commissions qui ont travaillé, justement, tu parlais du vocabulaire de l'analyse complexe. Je sais qu'il y a des pays, par exemple la Chine ou le Japon, où il y a eu un travail très conscient et concerté de commissions pour introduire tout le vocabulaire scientifique. Est-ce que des choses comme ça ont existé? C'est peut-être une partie du problème. Et c'est peut-être quelque chose aussi sur lequel les mathématiciens algériens pourraient intervenir, faire une commission de standardisation qui proposerait des termes mathématiques. En France, il y a toujours eu des commissions de terminologie. En fait, c'est pas à partir du moment où le concept n'est pas connu par l'étudiant, ce n'est plus un problème de terminologie. Parce que par exemple, la convergence, je sais que la convergence, c'est Motakariba, mais la convergence au sens epsilon delta qu'on voit à l'université, les étudiants ne le connaissent pas. Donc, c'est beaucoup plus une question de faire des mathématiques sans avoir lieu à utiliser un autre terme dans la langue. Parce qu'à partir d'un certain moment, bon, ça revient à la... Je ne sais pas si je peux l'expliquer, si je le dirais comme ça. Parce que l'étudiant, finalement, qu'est-ce qu'il cherche? À l'université, il veut qu'il comprenne le concept mathématique. En l'expliquant et en écrivant la définition et en expliquant la définition en français, c'est un problème pour l'étudiant. Alors, il demande tout de suite, pour éviter tout ça, il demande tout de suite de traduire. Quand on traduit le mot, il se rappelle de la définition et du concept en arabe qu'il a compris en arabe. Donc, le terme, c'est un petit pont entre la définition que l'étudiant veut avoir, que n'arrive pas à avoir en français, et la définition que l'étudiant connaît.
Parce que si on va raconter qu'est-ce que ça veut dire une limite en français, si on le dit en français, les étudiants ne comprennent pas parce qu'ils ont un niveau faible en français. Par contre, quand on dit limite, c'est le mot, quand on utilise le mot en arabe de limite, ils vont recharger la définition et donc le concept qu'ils avaient en arabe. Donc finalement, le terme n'est pas aussi important dans le sens que c'est une route de secours, si vous voulez. Ça leur fait passer à une compréhension qu'ils avaient déjà. Donc développer un lexique, par exemple de l'analyse complexe en arabe, ne va pas aider les étudiants s'ils ne peuvent pas le comprendre. C'est ça le problème. Parce que pour certains concepts, quand on dit aux étudiants on ne l'a pas, le problème pour eux, c'est qu'ils doivent le comprendre avec un écrit, avec une explication, avec une définition qui se fait en français. C'est ça leur problème. Donc, pour les termes qu'ils connaissent en anglais, en arabe, ils connaissent la définition, donc ils se rappellent de la définition. Pour les termes nouveaux, la définition est complètement en français, et donc ils n'ont pas de référence en anglais en arabe pour les sauver. Et c'est ça le problème. Donc, c'est pas vraiment le lexique qui gêne, parce que un lexique ne dit pas beaucoup de choses. Ben, si ça s'appelle X en français et ça s'appelle Y en arabe et le concept est nouveau, ça ne va pas apporter beaucoup de choses. Donc, en fait, le terme, c'est un pont pour passer à la définition qui est nouvelle à l'étudiant. Et quand c'est nouveau, là, je rejoins ce qu'a dit Cummins. Si vous me permettez, entre parenthèses, je ne vais pas trop prendre la parole, mais je rappelle ici, je suis d'accord avec Cummins quand il dit que quand on passe d'une langue à une autre, c'est plus facile, le passage est plus facile dans la deuxième langue si on connaît la sémantique de quelque chose. Et quand on fait le passage, on accepte le nouveau terme avec la même sémantique. On l'accepte rapidement. Et donc, le passage à une deuxième langue se fait beaucoup plus facilement. Par contre, quand on connaît pas la sémantique dans la langue 1, quand on va passer à le même terme dont on ne connaît pas la sémantique, on l'apprend dans une deuxième langue et ça devient difficile parce qu'on ne le connaît pas très bien dans la première langue. Donc, on ne va pas le connaître dans la deuxième langue, ça n'aide pas beaucoup. Et c'est ce qui se passe exactement avec les étudiants quand ils passent de l'arabe au français. Merci beaucoup, Nadia. Safia voulait poser une question, Safia Hacher, je pense. Mais bon, si Jamila Merghebi est prête, on peut aussi écouter sa question. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, d'abord, merci pour ce travail. Alors, moi, je me pose déjà une question par rapport à si et seulement si. Je vois pas de. On l'utilise peu, je pense, en arabe, voilà. Mais je voulais aussi poser une question par rapport. Donc, Samia Mehadan a parlé un petit peu dans ce sens. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez des statistiques par rapport justement à l'impact justement de ces problèmes de traduction sur la réussite et l'échec des élèves, et si ce travail est fait à l'échelle nationale ou ça concerne juste quelques wilayas, parce que effectivement en Kabylie on n'a pas tellement de problèmes à faire, c'est-à-dire à l'université à travailler en français, voilà. Je suis d'accord avec. Bon, enfin, je ne vais pas donner de suite. C'est vrai que je suis d'accord que l'Algérie se divise en deux régions qui ne sont pas égales concernant le changement de langue. La région kabyle, qui n'est pas très vaste, vous êtes d'accord avec moi, qui est toute petite, et le reste. C'est vrai que dans la région la Kabylie, la petite ou la grande, dans la région de Kabylie, ce problème ne se pose pas.
Hein. Et ça, c'est comme j'avais dit tout à l'heure que dans certains contextes, le fait d'apprendre des mathématiques ou autre chose, hein, mais on s'intéresse aux mathématiques, le fait d'apprendre des mathématiques dans une autre langue, dans une deuxième ou une troisième langue, et cette flexibilité, c'est un point positif, c'est un point de force. Et là, ça existe dans la littérature, ça existe aussi, on a des exemples dans plusieurs pays où apprendre les mathématiques dans une deuxième ou troisième langue, c'est un élément de réussite. Et ça, on le voit dans la région kabyle. C'est un contexte où apprendre les mathématiques dans plusieurs langues est quelque chose de positif. Et ça reste à étudier. Pourquoi? Maintenant, à part la région kabyle, qui est petite, malheureusement, le reste de l'Algérie, pourquoi je vous le dis? Alors, les statistiques, je ne crois pas qu'on a fait des statistiques, mais moi, j'ai travaillé dans une école d'ingénieurs pour plusieurs années, plus de 10 ans, et là, j'ai pu voir la plupart des étudiants, j'ai pu voir l'Algérie complète dans un groupe de TD. Dans un groupe de 24 étudiants, j'ai pu voir toute l'Algérie. Je suis restée plus de 10 ans, et là, j'ai pu voir que seule la région kabyle, donc seule une petite partie des étudiants algériens qui ont ce côté positif d'apprendre la langue, les mathématiques dans plusieurs langues. Mais la plupart des universités, donc là, on dépasse les 90%, on a ce problème. On a vraiment un problème. Maintenant, excusez-moi, juste, j'ajoute. Oui, allez-y. Alors, pour passer à des statistiques, il faut comprendre. Pour le moment, en Algérie, on ne comprend pas où est le problème. Parce que tout le monde dit, d'ailleurs, c'est une des raisons qui m'ont poussé à aller voir c'est quoi le problème. Parce que tout le monde, alors du niveau ministériel jusqu'au niveau des parents des étudiants, tout le monde vous dit que la langue est un problème. Mais nous, en tant que chercheurs, en tant qu'enseignants, en tant que formateurs, on a besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la langue est un problème. Ça, on peut le dire quand on parle. Excusez-moi, si vous permettez. Moi, ma question, parce que, au fait, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que favoriser le langage, c'est-à-dire favoriser le langage maternel, aide justement, ça peut servir de levier pour encourager les élèves à utiliser d'autres langages. C'est pour ça que j'ai posé la question par rapport aux statistiques. C'est-à-dire, c'est intéressant de voir, ça serait intéressant de voir justement l'impact par rapport justement à la réussite de ces étudiants. Je peux vous dire qu'en première année, c'est un grand handicap pour les étudiants. En première année, on a énormément, parce que dans l'article que j'ai cité, vous pouvez aller le voir, j'ai fait des interviews avec des étudiants, et même j'ai fait des interviews avec des étudiants qui ont refait l'année, et beaucoup d'étudiants, soit ils refont l'année, soit ils abandonnent complètement la discipline scientifique à cause de la langue. Et ce phénomène se pose uniquement pour justement les disciplines scientifiques. Oui, parce que les autres disciplines se font en arabe. Donc, il n'y a pas de problème. En arabe. Ah, oui. D'accord. Merci. Merci, Djamila. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Safia alors. Oui, merci beaucoup. Bonjour Nadia, merci beaucoup pour ton intervention. J'ai une petite remarque et j'ai une question. La remarque, c'est dans la suite de la discussion qu'on vient d'entendre. Il faut aussi dire que si les universités du Nord enseignent en français, en langue française, les sciences, en l'occurrence les mathématiques, il faut signaler que beaucoup d'universités du Sud ou du Centre enseignent en arabe à l'université, les sciences, les maths en particulier. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger non plus. Justement. Et où exactement? À le Bouagui, à beaucoup d'universités du Sud, la première année, deuxième année. D'ailleurs, suite à cette réforme de 2003 et même les réformes qui ont précédé,
ils ont laissé le choix aux universitaires d'enseigner soit en français, soit en arabe. Et c'était un choix, c'était pas une imposition d'une langue particulière. Mais la tendance, l'arabisation, la généralisation de l'enseignement en arabe, c'était aussi pour les universités au début. Si on regarde les lois de 1991, voilà, si on regarde la Constitution, les lois, c'est tout l'enseignement du primaire jusqu'à l'université de toutes les disciplines. C'est en arabe. Après, certaines universités ont tenté, comme l'université de Sétif, d'où je venais, ils ont essayé d'enseigner les maths. Ce sont des collègues à moi. En arabe, ça n'a pas trop marché, donc ils utilisaient les 3 langues, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, finalement, ils ont fini par apprendre la langue française. Mais dans d'autres universités du Sud, hein, toute la partie intérieure d'Algérie, elle enseigne encore à l'université en arabe, par rapport à cette difficulté de la langue française qui, pour les raisons que tu as citées dans ton exposé, voilà, un manque une maîtrise un peu, j'allais dire pas une maîtrise, mais une faible connaissance de la langue française. Voilà pour la petite remarque que certaines universités enseignent encore en arabe. Alors, ma question, elle se décline en 2 petites questions. C'est que tu disais tout à l'heure que pour les termes nouveaux à l'université, les élèves sont un petit peu perturbés lorsqu'ils sont en face de termes nouveaux, lorsqu'ils sont en face de termes qu'ils ont vus au lycée, tels que dérivabilité, etc., continuité. Ils sont rassurés lorsque les profs traduisent. Par contre, pour les termes nouveaux, même certains enseignants ne les connaissent pas. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative de les donner en algérien, en arabe algérien? Est-ce qu'il y a possibilité, justement, lorsqu'on ne sait pas, on n'a pas le lexique, hein, il n'est pas développé à l'université parce qu'il n'y avait pas de raison peut-être pour ceux qui mettent les lexiques en place. Est-ce qu'il n'y a pas tentative de dire, par exemple, ça pourrait dire ceci, mais en dialecte? Puisqu'il n'y a pas d'équivalent en arabe classique. C'est pas facile. Comme j'ai répondu au monsieur avant, oui. C'est beaucoup plus parce que ça nous arrive de donner un mot comme tu le dis, mais ça ne sauve pas l'étudiant. Donc je répète cette notion parce qu'elle me semble différente. Ça, je l'ai vu avec mes étudiants. Et pendant longtemps, je croyais que les étudiants voulaient traduire. Par exemple, quand vous faites un module de topologie et vous dites un voisinage. Après, on vous dit, c'est quoi un voisinage? Alors, vous leur dites jiwar, par exemple. Ça ne résout pas le problème. En fait, les étudiants, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la définition, ils veulent une référence. Parce que quand on dit limite, alors ils ont travaillé la limite en anglais. Et finalement, le mot limite, qui est en arabe, il leur raconte beaucoup que le terme. Il leur raconte le calcul des limites qu'ils ont fait, il leur rappelle les erreurs, les possibilités, etc. Et c'est ce qu'ils veulent reprendre avec un mot nouveau. Donc, quand on leur dit, par exemple, voisinage, en topologie, on le dit avec des boules, avec des distances, c'est une histoire compliquée. Alors, après, on vous dit, non, mais qu'est-ce que ça veut dire, voisinage? Ils croient que le mot arabe peut leur rappeler une définition, un concept, une procédure, un calcul qu'ils connaissaient déjà, qui peut les aider à se mettre dans la définition nouvelle du voisinage. Et ça n'existe pas, puisque c'est une nouvelle définition. Le terme est nouveau, la définition est nouvelle. Comme la définition est donnée complètement en français, et ils sont bloqués. Donc, même si on donne le mot en arabe, ça leur suffit pas. Ils sont restés à leur fin. Parce que ça m'est arrivé, moi je ne comprends pas quand ils me disent, par exemple, en topologie, ils me disent c'est quoi? Je leur dis voisinage, ils sont encore crispés, ils ont le visage crispé, hein, ils ne sont pas contents. Après, moi j'ai mis du temps pour comprendre. Si vous me demandez la traduction et je vous la donne, pourquoi vous n'êtes pas content?
Après, même eux ne savent pas que quand on leur donne un mot nouveau qui n'apporte pas de définition, de procédure, de calcul, d'exemple, etc., qui n'ont pas une référence, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Et ils ne savent pas dire moi, je n'ai pas compris tout ça en français, est-ce que je peux le comprendre en arabe? Même si on le comprend en arabe, même si on l'explique en arabe, ça reste difficile. Donc, je reviens à ce que dit Cummins, parce que Cummins l'explique très bien. Il dit que quand on passe d'une langue 1 à une langue 2, quand on connaît un concept en langue 1, on peut le transférer dans une langue 2 avec n'importe quel mot. Quand on vous dit que, je ne sais pas, l'honnêteté, être honnête en chinois s'appelle blabla, ben, ce n'est pas difficile. Quand vous entendez blabla, vous savez que c'est honnête. Mais quand on vous raconte quelque chose qui n'existe pas dans votre langue, une notion nouvelle dans la langue 1, et vous allez l'apprendre dans la langue 2, le concept, vous allez apprendre la sémantique et le mot, le terme, c'est difficile. Et ça, c'est ce qui se passe avec les étudiants. Donc, je répète, ce n'est pas vraiment le terme qui manque, parce qu'on peut très bien le donner, comme tu le dis, en arabe, on peut très bien se débrouiller à le donner en dialecte, mais ça ne fait pas du tout plaisir aux étudiants. Et finalement, ce qui leur manque, c'est une référence qu'ils connaissent déjà. D'accord. Merci Nadia. La deuxième partie de ma question, et ça sera terminé, c'est que tes travaux de recherche, tu es parti, ton point de départ, c'est les productions des étudiants qui ont mené à cette réflexion, les productions, donc le travail des élèves, qui est un point de départ de ces réflexions sur les apprentissages, ou est-ce que c'est lié à autre chose Au début, oui, dans ma thèse, j'ai travaillé sur les productions des étudiants, sur les preuves que les étudiants écrivaient, sur le texte de la preuve que les étudiants présentaient. Et c'est là que j'ai commencé à voir qu'une des difficultés des étudiants à faire une preuve et à écrire un texte de preuve correct, présentable, une des difficultés, c'est la langue. C'est les difficultés liées à la langue. Et là, je me suis lancée à comprendre, comme je viens de dire, que tout le monde dit que la langue est un problème, la langue est un problème, la langue est un problème, et pourtant, on n'a pas encore compris qu'est-ce que ça veut dire la langue est un problème. Parce qu'en recherche, on doit bien spécifier, définir, articuler, préciser, en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'on doit faire. Là, par exemple, j'ai vu que moi aussi, en tant qu'enseignante, je le fais. Je parle en 3 langues avec mes étudiants et là, je trouve que je ne les aide pas beaucoup comme ça. Donc, on n'a pas encore compris qu'est-ce que ça veut dire la langue est un problème. Et là, je commençais quand j'ai vu que la difficulté langagière est une des difficultés qui fait que les étudiants n'écrivent pas bien un texte de preuve, qui ne font pas bien une preuve, je me disais, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. Et alors, j'ai commencé à aller étape par étape dans cette recherche des difficultés liées langagières, des difficultés liées à la langue. D'accord, je te remercie. Merci, Safia. Merci beaucoup, Safia. Merci, Nadia. Et donc, Yannick Truckenwald. Oui, merci, Christian. Merci, Nadia, pour ton exposé intéressant. J'avais juste une question liée à ton travail. Quelle est la part occupée par la problématique de latéralisation, écriture de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, en regard de ce que tu as observé de la problématique liée au lexique, et comment tu as distingué peut-être les deux problématiques, ou à quel moment tu as rencontré l'une en regard de l'autre. Voilà, simplement. En fait, je suis un peu loin de cette problématique parce que je travaille uniquement à l'université. Et ça existe dans les 3 autres paliers. Donc, le fait de travailler, d'écrire de droite à gauche et de gauche à droite, c'est dans les 3 niveaux. Quand ils arrivent à l'université, ils écrivent seulement en français. Mais je suis consciente que les étudiants sont beaucoup plus, beaucoup plus flexibles
compatibles avec les formules. Par exemple, ils n'ont pas de problème avec les formules parce que les mêmes formules sont écrites au lycée, au collège. Donc, on utilise le X, on utilise le Y, le AB, etc. Entre parenthèses, moi-même, je n'ai pas fait des mathématiques comme ça. Moi, je fais partie de la génération qui a fait les mathématiques jusqu'au lycée complètement en arabe. Donc, on n'utilisait pas le X, on utilisait le signe. Donc, on écrivait de droite à gauche. Par contre, quand je suis arrivée à l'université, j'ai pas eu. On a écrit tout de gauche à droite. Donc, tout a été, tout est passé en français d'un seul coup. Je ne me rappelle pas qu'on avait des problèmes. Ça aussi, c'est une chose que je suis plus curieuse parce que c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, que je ne connais pas. Donc moi, je suis passée encore d'un extrême à un autre. Je suis passée des mathématiques complètement en arabe aux mathématiques complètement en français. Et je n'ai pas eu de problème. Et là, je me pose, c'est un peu bizarre que ces étudiants qui ont fait moitié-moitié, ils devraient passer un peu plus facilement. Mais je ne suis pas très, je ne peux pas vous répondre d'une façon plus claire parce que je ne me suis pas intéressée. Je sais qu'il y a des difficultés. J'ai fait une partie de mon travail. C'est un article que je n'ai pas encore fini. J'ai travaillé avec des enseignants du collège, du primaire et du lycée. On a parlé de ce problème. J'en suis consciente, mais ça fait pas partie vraiment de mes travaux. Oui, mais ma question est portée par exemple sur des aspects qui peuvent toucher au lexique, comme par exemple, quand on parle d'une fonction croissante dans le langage oral, on dit parfois la fonction monte ou la courbe monte, par exemple. Et est-ce que ce genre de choses est détectable dans des travaux liés au lexique? Pas vraiment, en fait, ça n'a pas. Si je puis me permettre de vous interrompre, il y a Mangarika qui proposait justement une question dans ce sens-là et qui disait il y a des termes qui indiquent une signification qui renforce le sens du concept. Donc, on parlait du voisinage tout à l'heure, on en a parlé dans le chat avec Pierre Arnoux. Et donc, comme le rajout et l'augmentation pour le sens de l'addition et de la multiplication, mais donc Yannick parle aussi de la variation. Mais ces termes peuvent aussi trahir le sens du concept, dit Mangari. Avez-vous étudié ce phénomène lors du passage de l'arabe au français? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que c'est des choses très intéressantes qu'il faut voir de près, tout à fait. Il y a des mots qui aident le sens. Le sens, on le voit dans le mot, et ça épouse la définition mathématique. Il y a des mots qui, contrairement à, c'est bizarre, ça vous jette dans une autre image, tout à fait, mais je ne me suis pas particulièrement intéressée à ça. Merci. Merci. Georges Corona, alors. Bonjour. On s'entend pas bien. Moi, j'entends très bien. Ah, d'accord. Merci pour ta présentation. Bon, ma question, c'est reliée à les choses que viennent de parler Christiane et Yannick. Je ne comprends pas comment, pour simple faire la différence entre un problème lié à la langue et un problème lié directement à la conceptualisation mathématique. Je m'explique. Par exemple, on apprend les mathématiques dans l'espagnol, dans mon cas, et il y a des mots que, par exemple, comme voisinage, qui sont rajoutés à notre langue et qui nous peut donner une aide, mais il peut être aussi un blocage, produire un blocage parce que il me donne des images. Mais il y a d'autres mots en espagnol, comme par exemple trigonométrie, qui aux étudiants au départ ne dit rien, et que c'est une opportunité aussi, c'est un problème parce qu'ils ne connaissent pas aucune chose de la mode, mais aussi une opportunité parce qu'il peut développer tous les concepts dans un mode nouveau. Donc, quelle est la différence entre un problème de la langue et un problème propre de mathématiques, de mathématiques?
Justement, là, justement, je suis d'accord avec vous quand c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que des fois, quand les étudiants posent la question et ils disent non, mais qu'est-ce que ce terme, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? On leur dit non, mais on ne connaît pas le terme et essayez de l'apprendre en français, comme on le dit. C'est vrai que nous, les enseignants, on voit que c'est une opportunité, une nouveauté, d'apprendre quelque chose de nouveau, parce que justement, on ne peut pas toujours revenir dans la langue mère. Et pour nous, les enseignants, c'est une bonne occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais comme les étudiants sont trop marqués par le fait que ils savent qu'ils sont faibles, leur niveau est faible en français pour plusieurs raisons. Alors ils essayent toujours ils croient que l'arabe peut toujours les aider. Alors ils essayent toujours de revenir en arrière et de trouver leur monde un petit peu, de se retrouver en arabe. Mais souvent, ça n'est pas le cas. Et là, c'est un blocage. Donc, finalement, l'étudiant, il raisonne malheureusement, la plupart raisonnent comme ça, la plupart essaient de se retrouver dans la langue en arabe, dans les mathématiques en arabe, et quand ils ne se retrouvent pas, c'est un blocage. Donc, finalement, il me semble que le fait de ne pas accepter d'apprendre des choses nouvelles dans la nouvelle langue, ça empêche les étudiants d'aller, ça empêche tout simplement l'apprentissage en mathématiques. Malheureusement. Ok, merci Jorge, merci Nadia. Donc on va prendre les deux dernières questions de Nassima et puis de Reta ou Guetta. Après je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir allumer votre webcam, comme ça on va faire une petite image avec tout le monde allumé, s'il vous plaît. D'accord ? Alors Nassima, il faut cliquer 2 fois sur le micro pour pouvoir le mettre là, parce que là vous n'avez pas le micro. Là, je crois que c'est pour Nassima. Donc il faut désactiver le microphone et le réactiver une nouvelle fois. Alors nous allons passer directement à Reta. Alors, s'il vous plaît. Ah non, c'est bon, d'accord. Ça fonctionne maintenant. Allons-y. Allez-y. Bonjour Nassima. Mais on ne l'écoute pas. Il y a un problème de micro? Oui, donc bon, alors on va passer directement à la question de Guetta, alors s'il vous plaît. Ça ne fonctionne pas. Désolé. Non plus? Ok. Bon, alors voilà, c'était. Vous pouvez les mettre dans le chat si vous voulez, les taper, mais s'il vous plaît, allumez votre webcam, histoire qu'on fasse une petite image avec tout le monde là. Voilà. Bonjour Jean-Jacques. Alors je suis un peu le clown blanc du truc. Normalement, certaines de vos machines vont monter en puissance. C'est un test qu'on fait pour pouvoir rendre possible ce genre de choses avec uniquement des logiciels open source. Donc, c'est très important de faire des tests pour savoir jusqu'où on peut aller. Donc, on va profiter de l'assemblée globale pour voir combien de webcams on peut allumer et avec quels soucis à la fois pour les participants et pour le serveur. Nassima, je pense que votre micro ne fonctionne pas. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec sa machine? Est-ce qu'il y a des machines qui commencent à exploser ou pas? Bah, moi, ça a l'air d'aller. Non, il ne se passe rien. Le serveur est à peine à 30%, donc on peut encore en mettre. Bonjour Claude. Pour le micro, moi j'ai eu le même problème tout à l'heure. Il faut l'allumer 2 fois. Il ne suffit pas de mettre la caméra, il faut en plus spécifiquement mettre le micro et il faut mettre le micro 2 fois. Mais apparemment, elle l'a mis 2 fois parce qu'elle a plus le petit symbole, le casque sur sa webcam. Alors, idéalement, il faudrait qu'on bouge un peu. Ah. Ouais, super. Elle va être chouette ta vidéo, Christian. Ouais, on va voir ça. Je ne sais pas exactement ce que là. On va atteindre des sommets, 3, et 3, 6, et 3, 9.
10, on va pas tarder à être 20 webcams, on peut encore en mettre. Donc, Jean-Jacques avait une question intéressante aussi, j'ai trouvé, sur les particularismes régionaux. Est-ce que tu pourrais la remettre en mots, s'il te plaît? Waouh, il faut que je me replonge 10 minutes en arrière. Oui, bien sûr, est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre les rapports à la langue française dans les universités et bien sûr l'usage qu'on fait dans les régions, dans les sphères familiales et privées de la langue française? Donc en Kabylie, est-ce qu'on utilise le français dans la vie de tous les jours? Je peux pas dire qu'on utilise le français, mais des mots de français ne sont pas exclus, ils sont présents dans le quotidien, dans le parler de la population, que ce soit en arabe, que ce soit en français. Donc, même dans le dialecte arabe, il y a des mots français. Mais oui, on n'utilise pas donc le français dans la vie de tous les jours. Je ne peux pas dire que les Berbères ou les Kabyles parlent français en famille, c'est pas vrai. Ni dans la rue. Mais il y a quand même cette flexibilité, il y a plus de flexibilité chez les Berbères que chez les non-Berbères. Ça, c'est vrai. C'est une étude qu'il faudrait vraiment, il faut creuser, il faut voir pourquoi. Pourquoi il y a cette flexibilité. Est-ce qu'il y a aussi un impact culturel de la présence du colonisateur ou alors de l'ancien colonisateur arabe? Donc, enfin, je veux dire, l'impact de l'histoire là-dedans, quoi. C'est ça ma question. Ben, je ne peux pas dire que c'est l'impact d'un colonisateur parce que dans les années 60, les 10 années juste après l'indépendance, l'impact aurait été plus fort. Donc, pour être honnête, on ne peut pas dire que c'est l'impact, parce que là, maintenant, on est à combien? 50, plus de 50 ans d'indépendance. Donc, c'est vrai qu'on donne cette raison. Les étudiants, quand on leur demande pourquoi vous n'apprenez pas, allez-y, faites un effort, apprenez cette langue. Maintenant, c'est plus facile d'apprendre les langues avec tous les moyens technologiques. C'est vrai qu'ils sont plus résistants. Ils vous disent non, mais pourquoi on peut pas continuer notre enseignement en arabe comme on l'a déjà fait. On a réussi en arabe. On est allé jusqu'au bac. On a eu notre baccalauréat. On est entré à l'université. Maintenant, c'est à vous. C'est au système de revenir. Donc, même les étudiants ne comprennent pas pourquoi ils doivent passer à une autre langue. Donc, je ne peux pas dire que c'est à cause de la colonisation. Je ne crois pas. Pour être honnête, parce que si c'était vrai, ça aurait été dans les années qui suivaient l'indépendance. Alors que dans les années qui suivaient l'indépendance, tout était en français, il n'y avait pas cette résistance. Donc, je ne dirais pas ça, honnêtement. Très bien, merci. Bon, je crois que on n'arrive plus à avoir d'autres webcams. Là, j'en ai vu 16 au maximum. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup. Non, c'est monté à 20 tout à l'heure. C'est monté à 20, d'accord. Je vous remercie vraiment beaucoup parce que c'est beaucoup d'enseignements pour dimensionner des serveurs. On avait un petit peu de stress avec Christian avant de commencer parce que pour tout vous dire, c'est la première utilisation dans ce format-là de ce serveur-là. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. En plus, ça m'a permis d'assister à un exposé sur un sujet que je connais pas. Merci à toi, Fabrice, et merci à Animat. Donc, Fabrice est le président d'Animat et c'est Animat qui nous permet d'utiliser leur serveur. Donc, merci beaucoup à Animat. Voilà. Merci. Et donc, je vous enjoins à lire la lettre de Gréma et à proposer des communications dans la lettre de Gréma et à poser d'autres questions à Nadia sur le sujet qu'elle vient d'exposer et à vous proposer à intervenir la prochaine fois dans ce téléséminaire international. Nous enrichirons donc la page du téléséminaire avec vos contributions épistolaires, téléépistolaires. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis bonne fin de confinement pour ceux qui sont en France. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres régions. À une prochaine fois. Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci tout le monde. Merci. Au Au revoir. revoir, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. Bon, écoute, c'est super, c'est-à-dire qu'on n'a même pas utilisé